C'est vraiment un beau bâtiment. Maintenant, c'est une bibliothèque, mais à l'époque, c'était l'hôtel de ville de Dolbeau. On sait, la politique, ça soulève des passions. Puis au niveau municipal, c'est souvent encore plus explosif. Les gens se connaissent, les gens se voient. Mais c'est pas un travail facile. Les politiciens de notre secteur ont été obligés de prendre des décisions, des fois difficiles, des fois impopulaires, mais toujours avec le sentiment de servir la population. Cette semaine, à Perspective 125, on va vous parler de politique locale. À l'époque où Dolbeau a été fondé, puis ça c'est vrai pour toutes les villes de compagnie, pour être un élu, il fallait être propriétaire. Le principal problème, c'est que pour être propriétaire, il fallait que la compagnie te vende une maison. Donc, la compagnie, c'était de cette façon-là qu'elle contrôlait les conseils municipaux. À Dolbeau, on a donné le droit aux travailleurs, quand même assez rapidement, d'être propriétaires. La compagnie ne voulait pas s'occuper de gestion des maisons, à part le quartier des Anglais. Parce que dans les grosses compagnies comme ça, les cadres se promènent souvent d'une usine à l'autre, ce qui fait qu'ils n'avaient pas intérêt à être propriétaires dans leur maison. Donc, toutes les maisons dans le quartier des Anglais appartenaient aux cadres, tandis que les maisons dans le quartier ouvrier, eux, bien, comme je dis, on avait donné le droit aux gens d'acheter un terrain et de construire leur propre maison. Donc, à partir de là, ces gens-là, oui, étaient aptes à entrer dans le conseil municipal. Le premier conseil, en fait, il y avait tout d'abord, c'est le premier maire, David Arthur Evans. Ensuite, il y a aussi avec lui le gérant de l'usine, qui est M. John Stadler, qui était un ingénieur de nationalité allemande, qui s'est installé à Montréal en 1923. Quelqu'un qui avait déjà ouvert des moulins de pâté papier, donc c'est quelqu'un qui connaissait le domaine. Le genre de personnes dont M. Wahlberg va s'entourer. C'est des gens qui ont une expérience pratique de l'industrie papetière. Et également, avec lui, il y aura M. Jules Armand Beauchemin, qui est un ingénieur civil, tout comme M. Stadler. Et Jules Armand Beauchemin, lui, sa tâche, c'était de créer le plan d'urbanisme, le fameux plan d'urbanisme. M. Wahlberg voulait une ville moderne et modèle. Il a donc été recruté M. Beauchemin, qui avait une expérience pratique du génie civil pour ce faire, créer un plan d'urbanisme. C'était une vision. L'aménagement urbain, à l'époque, c'était nouveau. Pas tout à fait nouveau, mais c'était en vogue et c'était une idée à la mode. C'était une ville très à la mode, à tel point qu'un magazine québécois, Ma Patrie, citera la ville de Dolbeau comme étant une ville très à la mode. Va en parler, va consacrer un numéro complet à cette ville-là qui est si bien structurée avec le boulevard central, les rues parallèles avec des noms d'arbres. Ça a été décidé dès le départ, qu'il y aurait des noms d'arbres pour les rues et des avenues parallèles. Dans un premier temps, d'ailleurs, on fonctionne en anglais. Donc, les noms sont en anglais. On aurait par exemple Maple Avenue dans un premier temps, étrangement Avenue aussi, puis rue et rue des Érables. On traduit les noms en français. Puis la Galerie du Jouet, par exemple, qui a servi aussi d'hôtel de ville. C'est le premier endroit où se sont déroulées des réunions du conseil de ville. Donc, de 1927 jusqu'à 1931, date à laquelle on aura l'ancien hôtel de ville qui sera terminé. On a l'ancien hôtel de ville construit en 1931. La construction est terminée en 1931, qui est très clairement du style des édifices parlementaires britanniques. On voit là, il y a une tour centrale, c'est un bâtiment de briques dont toute j'ai pas nécessairement tout le vocabulaire architectural pour le décrire. C'est pas ma spécialité, mais il est assez flagrant comme style britannique. Le toit rouge, les toits colorés, tout ça. C'est un immeuble très européen et britannique de surcroît. D'ailleurs, le conseil de ville fonctionnait en anglais de 1929 jusqu'en 1929, c'est-à-dire pendant 2 ans. Puisqu'il faut se comprendre, dans une langue fonctionnelle, il arrive des anglophones, des francophones. Pour certains, l'anglais est une deuxième langue même, donc on se rejoint par l'anglais. M. Wahlberg est suédois à l'origine, anglophone de deuxième langue probablement, et M. Stadler, identique, donc allemand de l'essence et anglais comme deuxième langue. On voit une transition vers le français tôt,
puisque dès les 2 premières années de la ville, il y a une majorité francophone en ville, donc on abandonne l'anglais pour être plus logiquement en français dans les réunions du conseil de ville et les procès-verbaux. Quel politicien vous a marqué au niveau municipal, puis mettons provincial, fédéral? Je dirais mon père, mais ça, pas correct. C'est normal, c'est mon père. Les gens ne savent pas comment ça a été il y en a qui le savent, mais aujourd'hui c'est passé, c'est vieux, ainsi de suite. Mais c'était un gars qui a développé la communauté énormément. C'était comme ça que ça se passait dans ce temps-là. Dire sacré prêt à ça pour qu'elle vienne faire la première pelletée de terre à l'hôpital de Lelbourg, je l'ai vu faire. Sacré dans un député, ça y est arrivé. Puis sacré, puis il était dévoué à sa population. On a vu ça comme se présenter conseillère. Je pense que c'est la première femme qui s'est présentée conseillère, maire, je crois, Suzanne Beauchamp-Riquet. Mais avant ça, les femmes étaient vraiment rares. Là. Il y en a eu plusieurs. M. Brassard, que j'ai connu un peu, qui était souvent en compétition avec mon père, avait ses idées arrêtées. J'étais pas toujours d'accord avec leur vision, mais c'est des gens des constructeurs, ils essaient de faire des choses. M. Lupien, c'est un maire idéal dans les circonstances où ce qu'il a été, parce qu'il y avait une question d'harmonie à faire entre les 2 municipalités. C'était la personne idéale pour ça. Les gens disent, ouais, c'est une personne qui dit oui facilement, oui, mais ça prenait ça, ainsi de suite. Et des fois, on a eu quelqu'un c'était un bon maire dans les circonstances. Mon ami Denis Trottier, avec qui j'ai contribué à beaucoup de dossiers, on était, je me souviens, Denis avait le rêve de faire un festival de l'environnement. Et puis, avec d'autres, on a mis en place un premier festival de l'environnement. Puis ce festival d'environnement-là, qui a eu lieu quand même quelques années, a dénoué sur la Société de gestion environnementale. Alors, j'ai été directeur, un des premiers directeurs avec Denis. Nous venons de voir comment économiser l'eau chaude en hiver. Regardons maintenant comment, avec de la neige, un peu d'eau, un couteau, des gants de caoutchouc, nos enfants pourront créer des œuvres d'art qui remplaceront peut-être les traditionnels bonhommes de neige dans nos cours l'hiver prochain. D'abord, j'avais eu l'occasion d'aller voir New York Central Park, puis là, j'avais trouvé que c'était magnifique, etc. Puis là, je me suis dit, hey, nous autres, on a un Central Park chez nous, là, tu sais, la Pointe des Pères, là, c'est entre Dolbeau-Mistassini, c'est notre Central Park. Et là, j'en ai parlé avec des amis, puis finalement, c'est que là, puis là, on avait le comité d'environnement. Dans ce temps-là, il y avait le comité d'environnement de Dolbeau-Mistassini. On était déjà fusionnés, nous autres, au début des années 80. Puis là, on avait décidé, entre autres, de payer une affiche qu'on avait mis bientôt futur parc urbain. On a été aussi à l'origine, le conseil de ville, mes collègues avec Denis, de l'aménagement du parc de la Pointe des Pères. Alors ça a été encore un dossier qu'on a débattu. Puis ça a été un peu un des traits d'union qui s'est fait aussi avec le regroupement de la municipalité. Parce que, qu'on le veuille ou non, à ce moment-là, on allait jouer sur un terrain qui était vraiment là, entre les deux. Puis symboliquement aussi, ça fait, comme que je disais tantôt, le trait d'union. Donc, quand on va fréquenter le parc de la Pointe des Pères, bien, on va rencontrer autant de gens du secteur de la rivière Mistassini comme du secteur de la rivière Mistassini. On avait fait une bande dessinée. Le texte avait été fait avec Fabienne Savard et moi. On avait fait le texte qui racontait l'histoire de 2 jeunes qui allaient sur la Pointe des Pères, puis qui finalement avaient toutes sortes d'aventures, puis expliquaient, entre autres, mettons, l'histoire des Amérindiens, l'histoire des pères trappistes, pourquoi est-ce que les pères trappistes sont venus là, puis aussi, qu'est-ce que ça pourrait devenir le parc de la Pointe des Pères éventuellement. Puis ça, on avait rencontré, moi j'avais rencontré tous les élèves du primaire à Dolbeau-Mistassini en leur expliquant c'était quoi la bande dessinée, pourquoi j'avais fait ça, puis je leur disais, amenez ça chez vos parents,
ça va sensibiliser vos parents, puis les kits. Fait que ça, c'est daté là, de 1900. Celle-là est de 85, mais il y avait eu une version 84. Et puis, on a réalisé quand même des choses intéressantes, entre autres le parc centre-ville qui existe ici, là, tout près de l'hôtel de ville. On avait fait le parc centre-ville aussi avant, là, tu sais, dans ce temps-là, j'étais au conseil de ville, puis on faisait partie du concours Ville et Villages Fleuris. Puis, chaque année, on n'était pas capable de se classer parce qu'entre autres, là, les juges disaient « Au cœur de votre ville, vous avez une dompe. » Tu sais, c'est que là, en plein, tu sais, tout le parc centre-ville, là, en bas de la coulée, là, c'était une véritable dompe. Tout le monde jetait les cochonneries là. Pendant longtemps, même la ville jetait des cochonneries là. Fait qu'à un moment donné, j'avais dit au conseil, hey, on va nettoyer ça. Puis là, c'était la SGE qui avait pris ça en charge, là, la Société de gestion environnementale. C'était notre premier projet. Puis là, je me disais, on va faire une expérience, on va prendre une dompe et on va essayer de transformer ça en parc. Fait qu'il n'y a pas grand chance qu'on se trompe, là, on peut pas briser ça, c'est scrap à l'heure actuelle, puis on peut juste faire mieux. Puis on a sorti des dizaines de camions de toutes sortes d'affaires, des pneus, des cannes d'huile, il n'y a rien qu'on n'a pas sorti. Puis finalement, on a remis en état le petit étang, puis le kit, puis la compagnie Domtar, à l'époque, avait cédé le terrain. Ça fait que ça a comme donné de la crédibilité à SGE du fait qu'on n'était pas juste des chialeux de l'environnement, on était aussi des gens qui s'impliquaient dans des projets concrets pour améliorer l'environnement. Donc, depuis ce temps-là, on a eu quand même beaucoup de succès, puis les gens, je pense, se sont assez appropriés ce terrain-là. Puis ça fait partie c'est une des valeurs qu'on a données à la ville, les espaces verts. J'ai eu des délais avec M. Simard, mais M. Simard avait des défauts, mais il avait des qualités aussi. Il y avait des choses que j'ai pas toujours été... Je n'étais pas toujours en chicane perpétuellement avec, là, pour penser à ça. Là. Des fois, ça m'a déjà donné, M. Simard m'avait, dans un conseil d'administration, me lançait des fleurs. Il dit, pourquoi il va me lancer le pot? Non, c'était un gars entier. On peut y rapprocher des choses, mais c'était un gars entier. C'est un gars que je pense qu'il a toujours été honnête dans ce qu'il faisait. C'était un gars qui avait sa vision des choses, c'était correct. Je suis devenu maire pour remplacer M. Lupien pendant 1 an et demi. J'ai été réélu après pour 3 ans parce que le gouvernement avait décidé de ramener toutes les élections en même temps. Oui. Au lieu d'avoir des mandats de 4 ans, j'ai été élu après pour 4 ans, puis après pour 4 ans. Avec des difficultés à chacune. J'ai été conseiller municipal à Dolbeau pendant 2 mandats. J'ai été maire de Péribonka et j'ai été préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. Moi, j'ai toujours pensé que la préfecture, ça devait être élu au suffrage universel. Parce que c'est pas normal que, mettons, tu sois maire d'une ville, d'un village, puis que tu occupes 2, 3 fonctions en même temps. Il y a des possibilités de conflit d'intérêts. Puis en plus, tu peux pas te consacrer uniquement à ça. Et sincèrement, je pense qu'il y a de la job pour un préfet à temps plein. Puis un préfet à temps plein peut largement compenser son salaire en faisant des économies, en allant chercher de l'argent dans toutes sortes d'affaires. Ça, j'avais aucun problème avec ça. Malheureusement, c'est qu'à une certaine époque, le maire de Dolbeau-Mistassini, Georges Simard, lui, il ne voulait pas. Lui, il voulait garder le contrôle sur la préfecture parce qu'en ayant la majorité des votes du fait que la ville était assez populeuse, c'est lui qui choisissait le préfet. Ça fait que finalement, moi, dans cette game-là, je ne renouvelle pas mon mandat, puis je voulais pas, dans le fond, être un peu sa marionnette, là, ce qu'il aurait souhaité, ça. Finalement, c'est que j'ai attendu. Et à un bon moment donné, il a changé d'idée. Il a fini par accepter. Et là, on a une des préfectures à élu au suffrage universel et j'en suis très heureux. J'ai déjà dit qu'on devrait être une MRC, une ville, puis les gens ont voulu me lyncher. Mais je le pense encore parce qu'on est 85 décideurs. Écoute, il y a 12 maires, un préfet, 72 échevins. On ne peut pas gérer un territoire comme ça, puis 25 000 de population, en ayant autant trop de monde autour de la même table. Vous comprenez, des fois, on est assis là, puis une municipalité va avoir telle chose, puis là, ben l'autre, tu lui donnes ça, je veux ça. Fait que des fois, on le donne pour satisfaire, mais c'était pas nécessaire. Fait que, tu sais, il y a des priorités. Moi, écoute, j'ai fait la plus grande campagne électorale dans les 4 dernières années. Là, je livre tous mes meubles et j'ai fait le tour de toutes les municipalités. Je suis allé dans des centaines et des milliers de maisons. J'ai fait j'ai fait
a 132 000 kilomètres sur le territoire ici, dans des rangs, je disais, à Saint-Stanislas, ils ont des pancartes bleues pour les numéros de maison. C'est extraordinaire, ça, parce qu'un livreur, un ambulancier ne cherche pas. Je disais, la route des Doucettes est une route qui devrait être de MRC. C'est une route entre Gérardville, Saint-Edmond, Saint-Thomas, que le monde utilise. C'est un raccourci quand tu es rendu à l'autre bout, et c'est exécrable. Je disais que la route entre Normandin et Ladoré, c'est une route de MRC, ça, parce que tout le monde est content que ça existe, mais c'est Normandin et Ladoré qui paient. Fait que, tu sais, j'ai une vision, si on était une MRC, une ville, on aurait une vision différente. Il faut que tu parles au nom de tout le monde. T'sais, moi, j'ai porté plusieurs chapeaux quand j'étais dans le monde politique. Au début, j'étais un des premiers écologistes là, à la fin des années 70. Dans ce temps-là, on disait que l'écologie, c'était un peu des niaiseries, puis que c'était une mode, ça allait passer, là, que dans le fond, ça allait démoder, comme la mini-jupe ou quelque chose de ce genre-là. Mais finalement, ça s'est resté fort heureusement. Mais dans ce temps-là, je portais le chapeau des écologistes, puis je défendais toute l'écologie. Quand je suis devenu conseiller, bien là, j'ai défendu un plus large. J'avais des objectifs beaucoup plus larges. Quand je suis devenu maire, la même chose. Puis quand je suis devenu préfet, j'ai agrandi mon chapeau. Puis quand je suis devenu député, là, tu représentes tout le monde. Bien, il faut que tu tiennes compte de ça. J'ai pas mal aimé, disons, le dossier citoyen. Ce que j'ai beaucoup aimé, m'impliquer, par exemple, comme au transport adapté. J'ai été aussi à la Société d'histoire, j'en suis devenu président. Tous les organismes paramunicipaux, le transport adapté, je l'ai dit, d'autres aussi. J'aimais ça, être le représentant de la ville. Ce que je trouvais le plus difficile, là, je vais vous le dire, c'est les conflits citoyens. Là. Vous savez, j'avais des amis des fois qui m'interpellaient. J'allais faire mon magasinage, puis il y avait des amis qui m'interpellaient, puis ils ne m'interpellaient plus comme un ancien ami, mais comme élu. Puis je trouvais que les gens ne faisaient pas la part des choses, dans le sens que il y a des dossiers qui se traitent politiquement ailleurs que sur la place, dans un commerce ou quelque chose de même. Alors moi, ce que je disais à ce moment-là, j'invitais les citoyens, bien, venez me rencontrer à l'hôtel de ville, là, je vais mettre mon chapeau de conseiller, puis on va essayer de régler le problème. Je trouvais ça difficile, la démarcation entre Gilles, qui était ami avec bien du monde, puis Gilles, qui était devenu politicien, qui devenait des fois l'ennemi parce qu'il avait pris des décisions à l'encontre, évidemment. On m'avait demandé d'aller... écoute, je suis tombé vraiment dans le soupe, là. Monsieur le préfet était maire de Péribonka, M. Boivin avait été battu, ce qui fait que lui était négociateur avec M. Christian Bouchard, M. Régent Boivin, maire de Normandin, pour la centrale Péribonka. Et là, M. Boivin, Jean-Pierre, est venu me voir, puis il dit « Georges, je ne peux plus négocier, puis je te suggère d'y être. » J'avais trouvé extraordinaire de me dire ça en me disant « Occupe-toi de ton affaire, tu es quand même la plus grosse ville du comté, tu as des cadres qui peuvent t'aider à réfléchir là-dessus, tu as une bonne équipe. » Mais là, je dis « Hey, je connais pas ça, moi. » Fait que j'ai accepté parce que M. Régent Boivin devenait préfet, donc le préfet était négociateur, Christian était toujours à la même place, fait qu'on n'avait pas bousculé trop de choses, sauf que la première rencontre que j'ai eue à Alma avec les gens d'Hydro-Québec, j'ai dit, le gars commence à nous parler, je trouvais ça tellement terrible, je dis, qu'est-ce qu'un professeur d'éducation physique fait ici pour négocier de millions? Parce que M. Boivin m'avait dit, en ce moment, il nous offre 6,2 millions en compensation, ça vaut 7,5. Sauf que moi, je suis assis devant les gens, puis je dis, nous, à Dolbeau-Mistassini, on a une centrale, Hydro-Inou. Puis mon nom est écrit en bas. Parce qu'à la première réunion, justement, qu'on avait eue avec M. le maire, j'avais dit, M. le maire, 650 000 pour cette centrale-là, ce qu'il nous donne. Je ne sais pas si ça vaut de l'argent. Je ne connais pas ça. Fait que, après ça, j'ai reposé la question, bien, tant qu'avoir 650 000, on serait-il mieux de l'avoir sur 20 ans, 25 ans, parce que dans le principe, elle va bien durer 25-30 ans. Puis là, il m'avait dit, tu vas-tu discuter de tout ce que les autres ont décidé avant toi? Bien, j'ai dit, Monsieur Gendron, c'est moi qui vais voter, là. C'est mon nom qui va être là. Puis je dois dire aujourd'hui qu'on s'est fait avoir. Fait que je disais, je ne voudrais pas que mon nom soit sur la Péribonka en disant qu'on s'est fait avoir.
Ça fait que j'ai dit aux gens d'Hydro-Québec, j'aimerais ça qu'on sortirait les négociateurs parce qu'on avait le Fior et nous. Puis quand on est arrivé dans le passage, j'ai dit, tu connais-tu ça, toi, tu connais-tu ça? Ils ont dit, non, on ne connaît pas ça. J'aimerais qu'on s'engagerait quelqu'un pour nous accompagner. Et je pense que ça a valu la peine parce qu'on est revenu s'asseoir, on leur a demandé 50 000 $ pour s'engager des gens pour nous accompagner. On a été accompagnés et quand on est venu leur présenter ça un mois après, c'était pas 7,5 millions que ça valait, c'était 15 millions. Et là, le monsieur s'est levé sans connaissance en disant, écoute, là, vous allez mettre fin à la centrale. Puis là, je lui avais dit, monsieur, soyez-vous, c'est la dernière qui va avoir lieu. Et moi, mon nom va être en bas. Puis pour les gens d'ici, j'aimerais ça qu'on aurait eu une compensation qui ressemblerait à quelque chose. Et votre 6,2 par rapport à ça, il n'y a aucune commune mesure. Peut-être un mois ou deux après, il nous est arrivé 2 madames et un monsieur. Le monsieur n'était plus là. Puis ils ont dit, on vous offre 13,7 millions. Donc, voyez-vous, juste Puis ça m'avait rendu bien fier de voir que entre 7,5 et 13,7, c'était juste une question de discussion. J'ai d'abord été président du syndicat des travailleurs de l'enseignement de Louis-Aymon. Puis là, ça nous amène à peu près vers les années 82-83. J'ai décidé, avec un groupe, moi ça m'intéressait, le conseil de ville, j'allais faire un tour. On a formé avec Lucien Néron et quelques autres personnes le comité des citoyens de Mistassini. Dans ce temps-là, c'était le docteur Paul-Émile Bérard qui était maire. Puis avant le docteur Bérard, j'ai commencé les premières réunions avec le maire Baudry. Et puis, tranquillement, pas trop vite, j'ai pris intérêt. Puis moi, j'ai toujours eu pour mon dire que quand tu critiques, tu dois t'assumer. Puis l'assumation, c'est quoi? C'est de carrément te présenter puis d'offrir tes services. Puis là, la population va accepter ou vont rejeter tes idées. Donc, en 1984, je me suis présenté à un poste de conseiller, puis j'ai été élu. Et puis là, j'ai fait un premier 4 ans. Puis après ça, je me suis présenté à la mairie en 88. Et puis là, j'ai été réélu 3 mandats consécutifs. J'avais un petit bureau à Sainte-Marie, j'avais un petit bureau en haut parce que je faisais des petites comptabilités puis des affaires de même. Puis une bonne journée, Camille Devin, qui était maire de la paroisse, il vient me voir, puis là, il dit, on te présente comme échevin à la paroisse à la prochaine élection. Ah, je voulais pas. Puis finalement, il m'a réussi à me convaincre. C'était un chic type, Camille Devin. Puis, je me suis présenté. La première fois, j'ai délogé avec quelqu'un, j'ai fait une campagne, mais j'avais toute l'organisation à Camille, j'étais sûr de gagner. J'avais battu les Chauvins qui étaient là. Puis après ça, à la deuxième fois, après le premier mandat, j'ai été élu par acclamation. Je ne sais pas si j'ai fait complètement 2 mandats, parce qu'après ça, il y a eu la fusion en 1976 avec la ville. Puis là, je me suis représenté à l'élection. J'avais une bonne organisation encore, parce que j'ai lutté contre le candidat comme on appelle, le candidat de l'establishment. J'ai lutté contre lui, puis je l'ai battu. Puis je me souviens, après mon discours dans la grande salle chez Armand Rousseau, j'avais justement dit ça, que j'avais battu l'establishment de Mistassini. Même, il y a été une période où c'était le docteur Bérard qui était maire dans le temps, puis lui, après ça, il a quitté. Puis c'est moi qui étais maire par intérim. C'était mon tour d'être maire comme intérim. Mais là, vu qu'il n'y avait plus de maire, parce que par intérim, ça veut dire que tu es là pour dépanner pendant que l'autre s'absente. Mais là, il n'y en avait plus de maire. Donc, j'ai été maire de la ville de Mistassini pendant le temps de préparer l'élection. Puis là, si j'avais voulu être vraiment maire pour de bon, j'aurais eu la facilité de le faire. Les membres des échevins qui étaient là, ils étaient tous en ma faveur. Mais je n'avais pas voulu parce que je me disais que finalement, j'ai dit non. Aller en élection, c'est le tribut de la démocratie, c'est ça. Fait qu'on est allé en élection, mais je ne me suis pas présenté. Moi, tu vas peut-être trouver ça bizarre, là, ça a été le respect
dans la prise de décision de la collectivité de Mistassini. OK? Le premier gros choc culturel, et ça va rappeler des souvenirs à plusieurs personnes, c'est quand j'ai pris mon premier bain chez M. Ouellet. Moi, c'est la première fois que j'avais de la difficulté à discerner mes pieds dans le bain, parce qu'on avait de l'eau jaune. OK? Ça, t'en parleras à ton père, t'en parleras à ceux qui ont le moindrement de vécu, ils vont te parler de l'eau jaune. Alors ça, c'est évident qu'il y a du monde, vite, l'usine de filtration, vite. Mais quand tu parles d'une réalisation semblable, tu parles de coût, tu parles d'argent. Alors, au lieu d'arriver puis de décréter unilatéralement, bon, bingo, on construit, puis on met en place une usine de filtration, on a fait un cheminement, on a fait des assemblées publiques, puis on a associé des gens à la démarche. Puis tranquillement, pas trop vite, ça s'est fait, puis on est venu à avoir notre usine de filtration, qui est une de nos très belles réalisations, et qui a fait en sorte qu'on a eu une eau qui n'était plus jaune et qui était conforme aux standards. J'ai implanté la négociation, je me souviens, avec les policiers. On faisait des séances de négociation parce que moi, j'avais eu l'expérience à l'Oasis. On voulait transmettre ça, mais c'est pas facile de faire de la négociation de convention collective. Bien, c'est sûr qu'on a un certain sentiment pas de supériorité, mais on a un sentiment d'être une coche plus élevée que les autres. On est échevin, les gens nous saluent. On est demandé pour toutes sortes de participations. J'espère que vous avez apprécié cette émission sur la politique locale de Dolbeau-Mistassini. La semaine prochaine, on s'en va à Québec et à Ottawa. On va parler de politique nationale. Bonne semaine.